La prévision météorologique a connu un bouleversement avec l'arrivée des ordinateurs dans les années 60. L'homme sait de mieux en mieux prévoir le temps qu'il fera. Il a aussi changé sa façon de l'expliquer aux Français. Le premier bulletin météo à la télévision date de 1946. Dans les années 50, les cartes sont dessinées à la main sur un drap. Les fronts, les perturbations et les nuages sont fabriqués par un homme placé derrière le tissu. Avant les années 60, la magnète fait évoluer le bulletin. À l'époque, il est hebdomadaire. Bonsoir, j'espère que vous avez le moral. Mais si vous avez le moral en regardant cette carte, c'est que je vous soupçonne d'aimer la pluie ou le froid. Puis, au gré des évolutions technologiques, la météo à la télé se présente aujourd'hui sur fond bleu, en incrustation. Le public est de plus en plus demandeur d'informations et de prévisions du temps à venir. Quand j'ai commencé la météo, on n'avait pas ces masses d'air qui informent sur l'évolution des températures. On ne faisait pas les prévisions à 6 jours. On s'arrêtait à 2 jours. Après, c'était 3 jours, 4 jours. Bon, puis voilà. Et donc, et ça, c'est hyper important. Maintenant, on a un certain nombre d'instruments qui sont, je dirais pas forcément pédagogiques, mais qui informatif plutôt que pédagogique, parce que et les gens en ont besoin. Moi, je vois quand on trace les fronts, qu'on leur explique un peu l'anticyclone, la dépression, le pourquoi du comment, ça les intéresse. Ça, je l'ai vu aussi, l'évolution de la part de la demande du téléspectateur depuis quelques années. Et je dirais même qu'il y a eu vraiment une date très importante, c'était les tempêtes des 26 et 27 décembre 1999, où il s'est passé quelque chose de tellement exceptionnel, et sur toute la France, que les gens ont été particulièrement motivés, avec une appréhension de la météo. Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi? Et je crois qu'il y a une demande qui n'existait pas avant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dernier lundi de l'année qui sera consacré à une édition spéciale avec tous nos correspondants sur la terrible tempête qui a balayé tout le nord du pays. 40 morts, 1 disparu. C'est en effet le dernier bilan que communique à l'instant la sécurité civile. Les dégâts sont considérables. 900 000 foyers sont toujours sans électricité ce soir. La circulation routière, ferroviaire et aérienne reste très perturbée. Et voilà maintenant qu'une nouvelle tempête, presque aussi puissante, vient d'aborder il y a 2 heures toute la façade atlantique. Les autorités demandent aux habitants de ne pas sortir de chez eux. On n'avait quasiment jamais vu ça. Je veux dire, le parc de Versailles complètement détruit, les arbres centenaires déracinés. Historiquement, on n'en avait jamais entendu parler, du moins depuis Louis XIV. Les tempêtes de 99, ça reste vraiment le phénomène exceptionnel, absolument exceptionnel, qu'on n'a jamais vu avant. Cette situation météo était très particulière. On avait ce que l'on appelle un jet, c'est-à-dire un courant de haute altitude qui était particulièrement puissant, de l'ordre de 600 km à l'heure, ce qui était énorme, rarement vu. Les 2 dépressions intenses, Lothar et Martin, qui ont traversé la France ces 26, 27 et 28 décembre, ont fait 92 morts et causé presque 20 milliards de dégâts matériels. L'anémomètre en haut de la Tour Eiffel, je crois qu'il s'est cassé avec des rafales à 220 km/h. Ce sont des dépressions qui se sont creusées vraiment aux abords de la Bretagne, qui ont commencé à se creuser et qui se sont creusées en rentrant à l'intérieur des terres, ce qui est extrêmement rare. La première tempête, elle a mis 6 heures pour traverser la France. Elle est rentrée à Cherbourg, elle est sortie au Luxembourg. Et en 6 heures, elle a balayé l'ensemble de la moitié nord de la France. On était dans quelque chose de presque d'irréel, avec la moitié nord de la France complètement ravagée. La chance, c'est que ça s'est produit surtout la nuit et à une période de vacances. Quand on a vu ce qui s'est passé sur l'autoroute, sur la 13, avec les arbres partout, on se disait, mais c'était ça, on était dans un contexte de folie meurtrière de cette tempête. Et puis, tout à coup, une deuxième qui est annoncée. Et là, je pense qu'on a vraiment pris des précautions pour anticiper et vraiment dire aux gens, attention, maintenant, on ne bouge plus. Pour les professionnels de la météo, les tempêtes de 1999 font partie des phénomènes exceptionnels. Pourtant, leur origine est connue depuis longtemps. Les tempêtes qui sont susceptibles de toucher la France en hiver se forment dans l'océan Atlantique. Leur formation dépend de 3 facteurs. Il faut une masse d'air froid, une masse d'air chaud et un courant de jet très fort.
L'interaction de ces trois facteurs est à l'origine d'une tempête. Le courant de jet est un tube de vent fort situé à environ 8 km d'altitude qui circule à la surface de la planète en permanence. Sa puissance varie en fonction des saisons et du temps. Pour qu'une tempête se forme, il faut qu'une masse d'air froid entre en contact avec une masse d'air chaud. Ces anomalies se forment habituellement au large du Groenland. Poussées par un courant de jet fort, les anomalies vont se renforcer. L'anomalie froide interagit avec l'anomalie chaude, renforçant les mouvements verticaux. Ces anomalies vont forcer l'air chaud à s'élever à l'avant, on parle d'ascendance, et l'air froid va s'abaisser à l'arrière, on dit alors subsidence. Les vents au sol deviennent très violents. C'est le courant de jet qui dirige les tempêtes vers la France. Il agit comme un rail sur les dépressions. Entre les deux tempêtes de 1999, Lothar et Martin, le courant de jet s'est décalé de 200 km au sud. Cela explique le trajet différent des deux tempêtes. Pour le public comme pour les professionnels de la météo, cet événement reste une situation qui a surpris tout le monde. Il faut malheureusement le reconnaître, les modèles n'avaient pas prévu des vents aussi violents. À l'époque, la modélisation n'avait pas la maîtrise de ce type de phénomène que l'on peut appeler explosif. Entre guillemets, heureusement, par exemple, la première tempête n'est pas arrivée, est arrivée au petit matin d'un lendemain de Noël, donc il n'y avait pas trop de gens dehors, quoi. Heureusement, quoi. Ça serait arrivé un samedi après-midi de course avant Noël, ça aurait été l'hécatombe. Après les tempêtes de 1999, Météo France a réfléchi à un moyen d'avertir les populations et les pouvoirs publics des dangers climatiques à venir. En 2001, la première carte de vigilance voit le jour. Ce qui a changé depuis, c'est la mise en place de cette vigilance qui permet très rapidement de prendre une décision et d'avertir l'ensemble des autorités et l'ensemble de la population. On a travaillé ensemble pour mettre au point ces cartes de vigilance. Et ça a été un côté positif extraordinaire parce que depuis que ces cartes existent, la culture du risque est entrée dans l'esprit des gens. Moi, je le vois dans les reportages des journaux quand justement ces phénomènes arrivent en disant « mais on était informés, il y avait une vigilance, on savait qu'on était en vigilance ». Et ça veut dire qu'il y a fort heureusement beaucoup moins de victimes qu'auparavant. Actualisée 2 fois par jour, la carte prend en compte les phénomènes climatiques violents comme les vents, la pluie ou les orages. Un an plus tard, la vigilance rouge est activée pour la première fois. De violents orages menacent le département du Gard. Malgré la nouvelle carte de vigilance, les inondations ont provoqué la mort de 13 personnes. En 24 heures, il est tombé l'équivalent de 6 mois de précipitations. En quelques minutes, l'Ouvèze est entrée en crue. Le 22 septembre 1992, des pluies torrentielles s'abattent sur le petit village de Vaison-la-Romaine. Immédiatement, la rivière qui traverse le centre-ville déborde, provoquant la mort de 37 personnes. La rivière est devenue folle. Sur cette bande vidéo tournée par un amateur, une date que les habitants de Vaison-la-Romaine n'oublieront jamais. 22 septembre 92, 15h33, le début de la tragédie. Dans l'histoire de la météo, les catastrophes sont des moments de prise de conscience. Pouvait-on éviter cela ? Le 10 février 1970, à Val d'Isère, une avalanche de poudreuse s'abat sur un centre de vacances de l'UCPA. 194 jeunes sont piégés par une impressionnante coulée de neige au petit déjeuner. Cette avalanche est l'une des plus meurtrières de l'histoire. 39 personnes périssent. Cette avalanche était-elle prévisible ? Toutes les mesures de sécurité étaient-elles prises ? D'autre part, devait-on laisser construire ce chalet de l'UCPA à l'endroit où est intervenue cette avalanche ? Pour la population, c'est un traumatisme. Au bilan impressionnant s'ajoute le fait que personne n'avait vu venir l'immense coulée de neige qui a frappé le chalet. Et pour cause, à l'époque, personne ne surveillait le manteau neigeux et personne ne se chargeait du risque d'avalanche. « 40 ans plus tard, à quelques kilomètres de la tragédie de Val d'Isère, les choses ont bien changé. Désormais, les risques d'avalanche sont une des missions de sécurité de Météo France. Oui. Voici Daniel Goetz, nivologue au Centre d'études de la neige de Grenoble. Ça te semble plus tendre après ? Bon, on note cela. Alors, 5 coups à 20. 71. Ouais. Ce chercheur, spécialiste du manteau neigeux, va analyser les couches de neige tombées depuis le début de la saison. 1, 2, 3,
Oula, je crois qu'on va noter là. En montagne, la neige s'accumule en fonction des différentes chutes. La partie supérieure de la couche évolue en fonction des conditions climatiques. Il peut y avoir une partie de la neige, par exemple la partie supérieure, qui va recevoir le soleil ou la pluie et qui va évoluer différemment de la partie inférieure qui n'aura pas subi ces transformations. Donc à un moment donné, quand on regarde un manteau neigeux, eh ben, on voit vraiment qu'il a des couches différentes, de dureté différentes, de températures différentes, correspondant à la fois à ces chutes de neige différentes et à leurs évolutions possibles différentes. En fonction de l'évolution de la neige, sa cohésion sera différente. Pour étudier la stabilité de la neige, les nivologues doivent déterminer les propriétés de chaque couche. Ils mesurent la température de l'air. Voilà, donc maintenant c'est stable, donc on lit une température de moins 14,4. La température de la neige. À 5 cm sous la surface, là on n'a que moins 5,9. Viennent ensuite l'analyse de forme des grains de neige et le calcul de sa masse volumique. Donc là, on lit un poids de 65 grammes. Donc comme on a un demi-litre, ça va faire 130 grammes au litre, donc 130 kg au mètre cube. Pour déterminer le type de grain avec une plus grande précision, direction la chambre froide. C'est ici que sont conservés les échantillons de neige pour une analyse au microscope. Il existe une dizaine de variétés de grains. En fonction de leur forme, leur cohésion sera différente. Les grains ronds, par exemple, rendent les couches moins stables et sont la cause des principales avalanches, mais pas seulement. C'est un peu comme si vous faites une pile de carton. Si vous mettez les cartons pleins, lourds à la base, et les cartons légers dessus, c'est stable. Si vous mettez les cartons légers dessous et puis les gros cartons dessus, ça c'est pas stable. Malgré une surveillance améliorée et permanente de la montagne pendant l'hiver, les avalanches sont encore la cause de nombreux morts. Depuis les 28 dernières années, 30 personnes par an en moyenne perdent la vie ensevelies sous la neige. Des alertes avalanches, des cartes de vigilance pour l'ensemble de la population, les prévisions de Météo France sont aussi indispensables pour que les avions volent et se posent en toute sécurité. Bienvenue à Roissy-Charles de Gaulle, l'un des plus grands aéroports d'Europe. Sur le tarmac, au plus près des pistes, 15 capteurs de Météo France surveillent l'environnement. Les transmissomètres informent de la visibilité sur les pistes en temps réel. Le télémètre donne la hauteur des nuages. Et à 10 mètres du sol, le mât de vent informe sur la nature des vents. Vous pouvez voir en haut donc la girouette qui va nous donner le sens d'où vient le vent. Et puis un anémomètre qui est composé donc d'un moulinet et de 3 coupelles. Le calcul est que 1 tour par seconde correspond à 1 mètre par seconde de vent. Le vent est très important sur un aéroport parce qu'il va définir le sens d'atterrissage et de décollage des avions. Il ne faut pas qu'un avion décolle en ayant le vent dans le dos, ni se poser avec le vent dans le dos. Il vaut mieux qu'il l'ait en face. Si les vents sont de travers, il est aussi très important de pouvoir le mentionner au pilote parce que des vents très forts de travers pourraient faire dévier cet avion ou même l'empêcher d'atterrir. En fonction des informations données par Météo France, la tour de contrôle de l'aéroport peut changer le sens du décollage des pistes. Une mesure qui retarde fortement les vols. Avec près de 700 avions qui décollent et atterrissent tous les jours, un événement météo inattendu, et ce sont des centaines de passagers qui sont en retard. Pour donner des informations encore plus précises, un nouvel appareil est en test à Roissy. Le SODAR, un appareil qui permet de mesurer la vitesse des vents jusqu'à 15 km dans l'atmosphère. Cet appareil il est composé en fait d'une paroi phonique et de 64 haut-parleurs qui envoient donc un son vers le ciel. Ces haut-parleurs vont recevoir un signal en retour et ça leur permet en fait de faire une analyse de l'atmosphère au-dessus à la verticale.
C'est à quelques mètres de là, au centre météo de Roissy, que sont traitées l'ensemble des données recueillies sur les pistes. Donc voici la salle d'exploitation. Chaque jour, 3 prévisionnistes se relèvent 24 heures sur 24 pour surveiller le temps au-dessus de Roissy. Les données des capteurs sur les pistes sont actualisées toutes les minutes et envoyées à la tour de contrôle de l'aéroport. Cette image en fait permet de matérialiser les pistes avec toutes les données. Donc en permanence, le contrôleur aérien connaît la direction, la force du vent sur chaque seuil de piste, ainsi que les hauteurs des nuages et également les visibilités que va rencontrer l'appareil en décollant ou en atterrissant. L'hiver est une période critique. La neige et le givre sont autant de phénomènes météo que les prévisionnistes redoutent. Alors, ils actualisent leur METAR, information météorologique pour l'aviation, toutes les demi-heures. Bien sûr, nos prévisions doivent être les meilleures, évidemment, parce que les conséquences sont très lourdes, et le plus précoce possible. On doit avertir le plus longtemps à l'avance possible, parce que derrière, les conséquences sont telles qu'il va falloir prendre des dispositions importantes sur le fonctionnement de l'aéroport. Entre autres, par exemple, décider d'abattre du trafic pour éviter de se retrouver complètement congestionné face à un phénomène de ce genre. Donc c'est très vite, ça a des conséquences assez sévères et il faut très vite s'organiser pour les traiter par avance, anticiper. Il faut anticiper pour mieux gérer les problèmes. Et donc c'est notre rôle, avec nos prévisions, de permettre la meilleure anticipation possible. Pour une plus grande sécurité internationale, les prévisions de tous les aéroports sont échangées et consultées par tous. Plus le réseau d'information est vaste et dense, plus la prévision du temps sera précise. Cette idée d'interconnexion et de réseau d'information est à l'origine de la météo moderne.